C'est OK? Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être connectés pour cette deuxième partie de Finov, où on abordera des sujets tels que l'open banking et l'éducation financière. Mais j'ai le plaisir de débuter en fait cette session par un sujet qui est très important chez Finance Innovation, la question de la représentativité des femmes dans le secteur financier et de la parité. Et c'est un sujet qui constituera un fil rouge au second semestre 2021 avec notre partenaire DocaPost et en particulier Gaël Picard, avec qui on a le plaisir effectivement de lancer cette série d'événements sur ce sujet. Et du coup, voilà, j'ai hâte qu'on puisse aborder ces sujets de façon pragmatique, de façon concrète. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais l'idée effectivement de débuter avec cette table ronde, avec ces parcours aussi qui sont très intéressants, qui sont très multiples, c'était vraiment de se poser la question de la femme dans le secteur financier. Quels sont les mythes? Quelles sont les réalités? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul mythe, qu'une seule réalité? Et c'est vraiment un petit peu le sujet, le débat qu'on souhaite poser aujourd'hui avec Gaël. Du coup, je propose qu'on débute tout de suite cette table ronde, puisqu'on a 1 heure, top chrono. Et je propose que, Gaël, tu puisses te présenter, tes fonctions au sein de DocaPost, et qu'on fasse un tour de table, effectivement, avec ces profils de qualité que nous avons plaisir à recevoir. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Au sein de DocaPost, je suis directrice des relations extérieures, mais nous sommes très très engagés sur les sujets de parité dans le milieu notamment de la tech. Et je suis aussi déléguée Île-de-France Femmes du numérique du Syntec. DocaPost, si vous ne le savez pas, c'est la branche numérique B2B du groupe La Poste. Donc comme le timing est très serré en effet, nous allons commencer par évoquer justement le parcours de nos invités. Ghislaine, je propose de commencer. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ghislaine Amrani, je suis la cofondatrice et la CEO de QuantCube Technologies, qui est une fintech française basée à Paris et qui est spécialisée dans l'intelligence économique, notamment via l'analyse des données alternatives ou du big data et l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour des prédictions macroéconomiques et financières. Donc avant la création de QuantCube et vraiment avant du coup d'être complètement plongée dans l'univers de la fintech il y a maintenant à peu près plus de 8 ans, on va dire, en quelque sorte. Mon background est assez atypique et assez éclectique. On m'a toujours répété tout au long de ma vie que je pouvais faire plein de choses et plein de choses différentes. Donc, je l'ai vraiment cru et je l'ai fait. Donc, j'ai commencé ma carrière au tout début en étant psychothérapeute. Donc, j'ai un diplôme de psychologie, des spécialisations en pédopsychiatrie aussi. J'étais spécialisée auprès d'enfants autistes et psychotiques pendant quelques années, pendant 3-4 ans à peu près, à Paris. Et par la suite, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'international et j'ai envie de toucher à un monde nouveau, voilà. Sachant que j'étais polyglotte aussi, j'avais envie d'un métier qui me permettrait en fait d'être vraiment aussi avoir une portée internationale, pouvoir voyager, pouvoir en fait exercer toutes les langues que je pratique, et j'en pratique 6 aujourd'hui. Et donc je suis allée à nouveau à l'école, j'ai refait une école de commerce, diplôme de business school, un master en finance que j'ai fait aux États-Unis, et j'ai attaqué le secteur du luxe, notamment tout ce qui était marketing et planning stratégique. Donc j'ai travaillé pour des maisons audio-joaillières françaises et italiennes en Europe, puis basée par la suite à New York en charge du marché nord-américain. Et c'est là où il y a eu une rencontre. Je me rappelle très très bien à cette époque-là. Il y a eu l'émergence des données des réseaux sociaux, du big data, etc. Je commençais beaucoup déjà à m'y intéresser pour vraiment du coup avoir une meilleure compréhension finalement du consommateur, produits luxe, et finalement comprendre quels étaient les drivers. Et j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose à faire pour le secteur financier. Et donc là, il y a eu la rencontre avec mon associé aujourd'hui. Et on s'est attaqué au milieu de la fintech. Donc lui, il avait vraiment une expertise plus sur la partie investissement financier et asset management. Et du coup, avec nos deux expertises, nos deux backgrounds, on a créé la société QuantCube Technologies. Et donc depuis la création de QuantCube, maintenant il y a 8 ans, j'évolue dans un univers très
IA, donc j'avais pas forcément le background pour pouvoir le comprendre, mais aujourd'hui je le comprends parfaitement. Je peux parler de tous les algorithmes d'intelligence artificielle les plus élaborés, les plus évolués, tous les réseaux de neurones possibles et imaginables, et use cases qu'on peut en découler. Et surtout, je suis confrontée à une clientèle d'institutionnels financiers les plus prestigieux à l'échelle de la planète. Donc ça peut être des asset managers tels que les BlackRock et les Blackstone qu'on connaît, ça peut être aussi nos investisseurs qui sont par exemple Moody's ou la Caisse des dépôts. Donc voilà, donc c'est vraiment un univers très, très financier, très institutionnel, avec bien entendu le manque de femmes qu'on peut y remarquer. Voilà, et j'y m'arrêterai là. Bonjour, merci Igal, merci Cyril pour votre invitation. Je suis Alexandra Sirovatsky, je travaille chez Google Cloud, je dirige le pôle banque assurance. Donc je suis dans la tech, mais je côtoie au quotidien des institutions financières pour les accompagner dans leur projection vers le digital, vers la modernisation de leur infrastructure, mais également sur l'exploitation et l'exploration de leur gisement de données pour trouver des nouveaux usages. Et à côté de ça, dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. On compte entre 20 et 30% en France la représentation de la femme dans le milieu de la technologie. Et donc, je suis lead Womenat chez Google Cloud pour, à deux fins, en interne, s'assurer qu'on travaille sur la diversité et l'inclusion, parce que l'un ne va pas sans l'autre, auprès des femmes, mais également en externe pour accompagner aussi bien des jeunes femmes et des jeunes filles dans leur formation, leur éducation, mais également des start-upeuses ou bien accompagner à travers des projets des femmes qui sont leaders et qui ont besoin d'être plus en confiance sur des projets digitaux. Et on parlera tout à l'heure de l'importance du projet digital. Bonjour à tous, je suis Mouna Aoun, je travaille à la Banque Postale dans une filiale qui s'appelle KissKissBank Bank et Compagnie, qui est le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale. Je fais plusieurs métiers, j'ai fait toute ma carrière dans l'assurance et la banque, 6 ans chez BNP Paribas et depuis 2006 dans le groupe La Poste, avec différents métiers. Je vais les préciser et puis je vais préciser ma formation. Je vais commencer par la formation. Je suis spécialiste de l'Orient musulman médiéval. En fait, j'ai fait des études en sciences humaines et j'ai fait différents métiers, attaché de presse, chargé de mission auprès du président, responsable marketing et secrétaire général aujourd'hui. Donc dans le monde de la banque et l'assurance, il y a beaucoup de femmes. Après, quand on regarde les comités de direction et les comités de direction générale, il y en a un peu moins. Mais il y a un vivier très important et on en reparlera tout à l'heure. Et chez KissKissBank Bank & Co, femmes dans la tech, c'est un sujet très important qu'on porte aussi avec La Poste au travers d'un appel à projet qui s'appelle Femmes du numérique. Et dans nos équipes tech, chez KissKiss, on a la parité. Donc c'est possible. Bonjour, alors Corinne Prévitali, moi je suis un pur produit de la finance, puisque j'ai fait des études de finance et que j'ai travaillé toute ma vie dans la finance. J'ai l'habitude de dire que la finance, ça mène à tout, et surtout quand on en sort d'ailleurs. Mais en écoutant mes camarades à l'instant, je me dis que finalement, il y a beaucoup de choses qui mènent à la finance, et c'est peut-être dans ce sens-là que c'est plus intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai fait, je dirais, un certain nombre de métiers assez traditionnels du monde de la finance, puisque j'ai commencé ma carrière dans la banque, comme beaucoup de diplômés de l'université dont je sors. Et puis à la suite de quoi, j'ai fait 2 métiers essentiellement, à savoir la fusion-acquisition, le M&A pour les initiés, et puis le private equity, puisqu'il se trouve que je suis cofondatrice d'un fonds d'investissement d'amorçage qui accompagne des projets innovants. Et là, on revient à la tech, puisque dans l'innovation aujourd'hui, on a effectivement ce genre de problématique. Donc mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs depuis plus de 30 ans. Il n'y a pas longtemps, je disais plus de 25 ans, mais en fait, j'ai refait les comptes, c'est plus de 30 ans. Donc à l'époque où moi, je suis sortie de l'université, et c'est encore le cas aujourd'hui, on a quand même plus de 50% des diplômés qui sont des femmes. Donc on se dit qu'il n'y a aucune raison qu'a priori, il n'y ait pas 50% de l'effectif dans le monde financier. C'est vrai dans la banque, où il y a effectivement 50% d'effectifs. Par contre, évidemment, quand on monte dans la hiérarchie, c'est un autre sujet. Et par contre, dans les 2 métiers qui ont été les miens essentiellement, celui du M&A et celui du private equity, mais on en reparlera probablement tout à l'heure, là, il y a un vrai déficit sur lequel un certain nombre d'acteurs commencent à s'alarmer et commencent à essayer de faire quelque chose. Donc, on va essayer de les aider. Voilà. Bonjour, je suis Laurent Giraudon, donc je travaille à la Caisse des dépôts au sein du métier gestion d'actifs. Je suis directrice du département finance et opérations. Moi, en termes de parcours, j'ai fait les classes préparatoires, j'ai un diplôme d'école d'ingénieur en mathématiques et informatique.
Et en faisant une option de spécialité de mathématiques à la finance, c'est comme ça que j'ai démarré mon parcours au sein de la finance. Donc j'ai travaillé tout d'abord dans le département du contrôle des risques des activités de marché de la Caisse des dépôts. Au bout de 4 ans, j'ai commencé à faire du management et au fur et à mesure, j'ai pris des équipes de plus en plus grosses dans tout ce qui touchait le contrôle des risques et le contrôle des résultats. En 2004, j'ai eu une belle opportunité. On m'a proposé de créer un département à l'image des banques anglo-saxonnes qui étaient en charge du calcul des résultats des salles de marché, de la salle de marché d'Ixis à l'époque. Lors de la fusion entre Xis et Natixis, j'ai pris en charge le département en charge du calcul des résultats de l'ensemble de la salle des marchés de Natixis. Ensuite, j'ai été chassée par la Société Générale qui, après l'affaire Kerviel, cherchait à créer le même type de département, ce qui s'appelait le Product Control Group. Donc j'ai travaillé 3 ans à la Société Générale. Ensuite, je suis partie dans l'assurance. On est venu me chercher pour prendre la responsabilité du département de middle et back office au sein de la direction des investissements de CNP. Et aujourd'hui, donc, je suis à la Caisse des dépôts. Et ça fait 15 ans que j'ai surtout des postes de management, de transformation d'équipe, transformation des métiers, d'accompagnement des équipes et de responsabilité de projet, ce que j'adore faire. Bonjour à tous. Donc merci beaucoup Cyril et Gaëlle pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Farida Poulain, j'ai 39 ans. Je le précise parce que c'est le fil conducteur aussi de mon parcours. Donc j'ai un enfant de presque 17 ans, donc je l'ai eu assez jeune. Donc moi j'ai pas eu la chance entre guillemets d'avoir un parcours scolaire d'excellence. Alors j'ai fait une école de commerce qui est dans le top 30, etc. Mais j'ai pas eu cette opportunité familiale ou contextuelle pour pouvoir faire de très belles études. Donc j'ai commencé ma carrière à la BNP en tant que conseiller financier, tout simplement. Et le message, en tout cas dans ma présentation que je veux faire passer, c'est avec un peu de travail, même beaucoup de travail, un peu d'audace et un peu de risque maîtrisé. Certes, on peut quand même croire en ses rêves qui deviennent après des projets et donc qui se concrétisent. Donc j'ai travaillé à la BNP pendant 6 ans. Donc j'ai toujours souhaité amortir le temps de travail passé au travail. Donc je suis très vite passée directrice d'agence. Après, je me suis un peu ennuyée et en 2009, on parlait vaguement de start-up. Donc, c'était encore très peu démocratisé. Et donc, j'ai pris ce risque. Donc, j'ai intégré United Credit, qu'on connaît maintenant sous le nom d'United Credit, mais anciennement Prêt d'Union. Donc, à l'époque, mon environnement familial, qui trouvait très safe de travailler à la BNP, que la carrière était toute tracée, etc. On n'a pas compris mon choix. Et moi, j'ai compris assez tôt qu'une carrière, c'est aussi des rencontres, des mains tendues. Et en fait, donc, un des fondateurs de Prêt d'Union a cru en moi, m'a donné les moyens finalement de passer un cap, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours eu ce syndrome en tant que femme issue de la diversité, sans avoir un background scolaire d'excellence, un peu ce syndrome de l'imposture. Et donc, cette expérience m'a énormément aidée. Donc, j'étais directrice des opérations pendant 4 ans. Donc, j'ai fait le choix de partir pour aller scaler un autre modèle qui a été celui de Payplug. Puis par la suite, Depopass. Donc 2 d'entre elles ont été rachetées par des banques. Donc ça a valu un peu finalement le passeport professionnel. Et ça m'a donné grande confiance en moi. Et j'ai toujours été intéressée par réinventer les métiers dans la finance. Et United Credit, ça a été pour moi l'occasion de réinventer le métier du crédit que je connaissais parfaitement d'un point de vue très opérationnel. Et du coup, après tous ces services dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu me confronter un petit peu à un autre secteur que celui de la finance, mais toujours dans l'innovation. Donc j'ai intégré Sodexo France en tant que responsable de la transfo digitale et c'était important que je comprenne l'échelle temps des grands groupes quand ils dealent avec des startups. Donc c'était important d'être de l'autre côté de la barrière et j'ai compris en l'occurrence, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre table ronde un jour. Et puis on est venu me chercher pour un vaste projet en 2017 qui était le Swave, donc le premier incubateur dédié au FinTech, InsurTech en France, initiative étatique / gouvernementale. Donc moi je dirigeais la partie incubation. Donc en 4 ans, on a à peu près accompagné 70 entrepreneurs, dont très peu de femmes, mais on y reviendra après. Et en fait, moi, j'ai pris un peu ce point-là. Et donc, entre la promo 1 et la promo 3, que j'ai pu accompagner dans le day-to-day, on a vraiment essayé, alors ce n'était pas faire des quotas pour faire des quotas, mais on a vraiment essayé de prendre en compte cet axe de progrès, en tout cas, personnellement, je trouve, où il y a un vrai sujet, en tout cas en France, à ce niveau-là. Et du coup, j'ai quitté mes fonctions en décembre dernier pour rejoindre donc, le cabinet de M&A de Corinne Prévitali pour développer une marque dédiée aux startups qui est SmartRaise. Voilà, vous savez tout. Merci Farida, merci pour ces présentations très riches, très inspirantes. Moi, la première question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est aujourd'hui, au regard de vos
parcours, formation, expérience, etc. Comment jugez-vous aujourd'hui la place de la femme au sein du secteur financier? Mouna, tu le disais, hein, près de 60% des effectifs dans le secteur banque, assurance sont constitués par des femmes. Très peu dans les COMEX, les présidences, directions. Quel est ton point de vue sur le sujet, du coup? Le point de vue, c'est qu'il faut que ça progresse. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 60% des effectifs et que ça ne remonte pas jusqu'en haut. Et c'est devenu un sujet sociétal. Et avec la loi Pacte, il se passe des choses. Et différentes grandes entreprises, publiques ou pas publiques, s'engagent justement sur ces enjeux de parité. Donc les femmes sont présentes et donc il faut leur donner confiance, leur donner envie, leur donner leur chance, comme ça a été dit. Et c'est tout à fait possible, et y compris sur des métiers spécialisés. On y reviendra aussi. Il faut renouveler le vivier également, et ça passe par des formations et de la reconversion tout à fait possible dans le sujet de la finance et la tech. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont là, elles ont envie, elles ont tout autant envie que les hommes, et il faut leur donner leur chance. Quelqu'un veut compléter? Oui, peut-être Corinne, tu exprimais la dure réalité du secteur M&A. C'est pas le meilleur rôle qui m'est dévolu, mais il faut quand même poser un constat et donner des chiffres. Alors si on prend par exemple le chiffre dans le private equity, puisque c'est un secteur qui a commencé à se saisir de ce sujet de la parité, 2019, donc c'est pas extrêmement ancien pour dire les choses honnêtement. France Invest, qui est donc une association qui regroupe l'essentiel des investisseurs en capital français, a fait mener une étude effectivement sur ce sujet. 25% de l'effectif dans les fonds d'investissement sont féminins. Beaucoup sont évidemment analystes, responsables financières ou administratives, etc. Très peu évidemment dans les comités de direction. Donc dans les comités de direction et notamment parmi les partenaires, il y a moins de 20% de femmes dans les partenaires des investisseurs structurés, avec, je dirais, un sujet pour moi supplémentaire, c'est qu'il y a même une trentaine de fonds et des plus gros de la place dans lesquels il n'y a pas une femme partenaire aujourd'hui au sein de ces fonds, qui sont des fonds très connus et qui investissent beaucoup. Ça a un impact, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a un impact sur le financement des projets portés par les femmes. Parce que clairement, je pense qu'il ne faut pas se mentir, le mindset des investisseurs qui reçoivent un porteur de projet, c'est un mindset masculin avec, je vais donner qu'un seul exemple, et je pense que ça parlera à toutes les femmes, parce que ça a dû nous arriver à toutes à un moment ou à un autre de notre carrière, la question qui fâche et qui est systématiquement posée, parce que moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, à une femme qui ne l'est jamais à un homme, et 33 ans de carrière, donc ça me laisse un petit peu de recul. La question c'est comment vous arrivez à concilier votre projet entrepreneurial avec votre vie de famille? Et la réponse c'est ah bon, pourquoi vous posez la question également pour vous et pour mes collègues masculins? Non. Bon, voilà. Donc ça c'est vraiment une question. Alors elle revient avec des formes un peu plus sympathiques et tout ce qu'on veut, mais en tout cas c'est la réalité. Donc ça, premier métier. Bon, ils se sont auto-saisis, donc on va saluer l'initiative parce que quand même c'est important. Et il y a une vraie charte qui a été publiée, il y a une vraie charte qui a été signée par beaucoup de fonds, et il y a une vraie mouvance en tout cas pour que les femmes prennent une place plus importante. Deuxième secteur que je connais extrêmement bien, celui de la fusion-acquisition du M&A, clairement. Alors, il n'y a pas de chiffre, parce que je pense que sinon, il ferait peur. Mais en tout cas, moi, j'ai un chiffre, puisqu'il se trouve que je suis administrateur d'une association professionnelle qui regroupe les professionnels du M&A et qui s'appelle l'AFIT. Dans cette association, on est 357 cabinets, petits, gros, etc. Il y a 6 femmes. Voilà, je crois que tout est dit, parce que d'une certaine façon, il y a une vraie problématique dans ces métiers, en tout cas très typiques de la finance, dans lesquels les femmes... Et j'entendais Farida tout à l'heure parler, je dirais, de la légitimité qu'on se sent ou pas à faire ces métiers. Moi qui sors de l'université de Dauphine, qui typiquement forme des gens à la finance, théoriquement, et 50% de femmes au moins, on se dit, il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas dans ces métiers-là, et on ne les retrouve pas. Donc il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de travail, et notamment en matière d'éducation, pour que les filles se sentent légitimes aussi à aller vers ces métiers-là. Comme dans la tech, je pense que c'est à peu près la même problématique.
Laurence, vous voulez intervenir justement sur le sujet? Juste compléter les chiffres de Corinne, notamment avec un indice qui est publié par Financiel. Donc Financiel, c'est l'association de l'ensemble des réseaux de promotion de la mixité au sein de la finance. Et donc il y a un indice qui est Ethics and Boards qui nous permet de mesurer l'avancement de la place des femmes. Et c'est vrai que, par exemple, sur les COMEX et Codir, il y a une progression, mais quand même une progression assez faible, parce que, par exemple, en 2016, dans les COMEX et Codir, il y avait 14% de femmes. En 2019, on était à 21%. Donc ça a progressé, mais on voit qu'il y a encore un énorme progrès à faire. Juste à titre d'illustration, dans le CAC 40, en 2019, ils étaient un petit peu moins de 18%. Donc on voit quand même que la finance est un peu meilleure que l'industrie, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. Un des enjeux aussi, c'est la place des femmes, comme on le disait, dans les viviers, notamment dans les top 100. Donc ça aussi, on le mesure. On a une progression. On était à 23% de femmes au sein de l'indice, Ethics and Boards de Financiel en 2015. On est passé à 27% en 2018. On voit là aussi qu'il y a encore des efforts à faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de se mobiliser, que moi je me mobilise notamment via Financiel, via Alter Égal, dans le réseau de l'association de promotion de la mixité de la Caisse des dépôts, et aussi simplement dans mes équipes, de vérifier, faire attention à la promotion des femmes, à l'égalité en termes d'hommes et de femmes dans les comités de direction, dans les managements d'équipe. Voilà, c'est important pour moi de le faire, bien sûr, à compétences égales. Hein. C'est important aussi de le dire. Et Farida, un dernier mot sur le sujet? Oui, très rapidement. Donc, je voulais aussi illustrer un peu le monde de la FinTech, parce qu'on a quand même des statistiques aujourd'hui qui sont ce qu'elles sont. Donc, en Europe, 5% des CEO dans la FinTech sont des femmes, 33% donc des employés. Donc, on sait que ces chiffres sont en passe d'évoluer, mais c'est un peu finalement le reflet de ce que vient de dire ma voisine. Ça évolue, mais vraiment très lentement. Et aujourd'hui, l'idée, ce serait vraiment d'avoir un cap significatif sur ces KPIs-là. Comme vous le savez, la thématique de notre table ronde, c'est mythe ou réalité. Donc, je vais parler d'un sujet qu'on évoque souvent. J'aimerais même le détourner, c'est le plafond de verre. On parle aussi de béton dans certains domaines d'activité. J'ai beaucoup entendu au début par rapport au parcours que vous avez. Vous avez eu... le phénomène de la main tendue ou du pont qui s'est construit, que ce soit dans vos parcours ou dans des managers qui ont cru en vous, justement. Et je voulais revenir sur ce mythe du plafond de verre. Donc, Laurence, si vous vouliez témoigner sur ce sujet-là. Alors moi, je vais témoigner pour dire que, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai toujours été entourée d'hommes qui m'ont fait confiance, qui me donnaient des belles opportunités. Et j'en citerai une parce que ça a été un point assez majeur dans mon parcours, c'est que c'était en 2004. J'étais enceinte de mon 3e enfant, c'était au tout début, donc je l'avais pas encore annoncé au sein de mon entreprise. Et un jour, j'ai un des membres du COMEX de Dixis, la banque où je travaillais, qui m'a demandé de venir le voir et qui me proposait en fait de créer un service de calcul et de production des résultats de la salle de marché indépendant, comme je disais tout à l'heure, à l'image des banques anglo-saxonnes. Et donc moi, c'était un poste extrêmement intéressant, parce qu'il y avait tout à construire, définir les missions, définir l'organisation, mettre en place les équipes en récupérant des équipes de différents départements au sein de la banque. Donc moi, je lui ai dit que j'étais très intéressée, que ça m'emballait. J'avais juste un petit souci, c'est que j'étais enceinte. Et il m'a dit une chose je m'en souviendrai tout le temps. Il m'a dit, c'est pas grave, on t'attend. Et en fait, donc j'ai fait mon congé maternité. Alors certes, j'ai un peu travaillé pendant mon congé maternité, je l'avoue, mais voilà, on a fait j'ai pu faire le projet, j'ai pu avoir ce beau poste grâce à cette main tendue. Et Corinne, je crois que toi aussi. Oui, alors on peut, je pense, les unes et les autres raconter des histoires où effectivement, parce qu'on a croisé la bonne personne au bon moment. Alors, on va parler du sujet de maternité, puisqu'effectivement, Laurence vient d'en parler. Il est clair que l'autoconversation des recruteurs, c'est cette personne risque d'avoir des enfants, donc ça va perturber la production. On ne va pas se raconter d'histoire. Alors, aujourd'hui, c'est interdit de poser la question. Donc, à la limite, ils se la posent tout seuls et ils y répondent tout seuls en se disant la personne a 30 ans, la personne a 35 ans, donc la probabilité est que... Moi, j'ai vécu ça effectivement en tout début de carrière. Je travaillais dans une banque étrangère et à l'époque, j'avais un patron qui me proposait de prendre la direction du développement de l'entreprise et j'avais 30 ans. Donc, j'avais aussi envie de faire une famille et il m'a dit, mais il y a une petite condition. Il m'a posé la question, hein, c'était déjà une bonne chose. Il m'a dit, il y a une petite condition, c'est que ce serait bien que vous ne fassiez pas d'enfant pendant 2 ans.
Et tous mes collègues masculins m'ont dit, de toute façon, il n'a pas le droit de te poser la question, donc t'as qu'à lui répondre oui, de toute façon, si jamais tu fais comme tu veux, ça ne changera rien. Sauf que ce n'est pas ma vision du monde. Ma vision du monde, c'est d'être honnête avec des gens qui vous tendent la main. Donc je lui ai dit la même chose que vous. Oui, je suis très intéressée, mais mon problème, c'est que j'ai 30 ans, j'ai décidé de faire un enfant, donc ça arrivera dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, j'en sais rien, mais je ne prends pas l'engagement que je n'ai pas envie, en l'occurrence, de respecter. Il m'a quand même donné le poste. À peu près 10 mois après, je lui ai annoncé que j'étais enceinte et il a ouvert le champagne. Donc la preuve que ça peut se faire. Voilà. Et pour continuer sur des bulles, aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership, mais aussi de leadership au féminin, de leadership bienveillant, mais aussi de femmes quotas, même si ce n'est pas un objectif, ce n'est qu'un outil pour moi. Et justement, Alexandra, sur ce sujet de leadership, j'aimerais que vous partagiez avec nous votre vision. Eh bien, c'est vrai que quand on est impliqué dans les projets digitaux dans nos grandes banques françaises ou assureurs, on voit assez peu de femmes. Et ça m'a... Depuis 20 ans que je suis dans la tech, j'en vois assez peu. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas ingénieure, je suis d'une école de commerce. Donc je me suis dit, pourquoi elles n'y vont pas? Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul comité de direction où on ne parle pas de projets digitaux. Ce sont les plus gros budgets, c'est une grosse visibilité. Et ça me semble important que les femmes deviennent actrices de ce type de projet, puisque ce sont des projets qui vont influencer notre quotidien, l'économie, les entreprises, nos usages. Donc, j'ai au sein de Womenat, chez Google, j'ai lancé une initiative qui s'appelle Winergy, qui est à destination des femmes dirigeantes, chez nos clients et prospects. Et quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, pas que la banque et l'assurance, mais de se dire, c'est de leur faire prendre conscience de l'importance de ces projets, les rassurer, leur donner, faire venir des speakers inspirationnelles pour montrer qu'avec divers parcours, elles sont partie prenante de ces projets et que ça les met en visibilité, que c'est important pour leur carrière et qu'elles se sentent. Et donc, on propose aussi du mentorat pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise dans tout type de questions et pas besoin d'être technologiste ou bien spécialiste de l'algorithme pour comprendre un projet digital. Il y a des implications relationnelles, des implications culturelles, il y a du change management. En fait, c'est très divers, ça touche tellement de prismes qu'il me semble important que ces femmes en fassent partie. Donc voilà, j'ai lancé cette initiative. Et on s'est rencontrés dans ce contexte, je crois. Tout à fait. Bon, Ghislaine. Très très rapidement, moi je ne pense pas qu'il y ait un leadership féminin versus un leadership masculin. Enfin, je n'y crois pas du tout. Moi je pense que les femmes peuvent en fait exprimer leur leadership comme les hommes. Il faut simplement les pousser et les encourager à le faire. Et donc effectivement, ce que disait Alexandra, l'accompagnement, le mentoring, c'est incroyable. Avoir des femmes, des modèles et des femmes mentors qui vraiment accompagnent, qui encouragent, et surtout, bien entendu, en tant que femme entrepreneur, on peut vivre des choses un peu différentes qu'un homme entrepreneur. C'est bien d'avoir ce type d'accompagnement et je pense que ça décuple énormément les capacités, en tout cas. Et un dernier point, parce qu'on a parlé beaucoup de congé maternité, ce que je pensais être finalement un phénomène de mode dans la tech, parce qu'on parle maintenant du congé paternité, ça a été drivé beaucoup par Sista, ça a été poussé, donc maintenant c'est une réalité, le droit au congé paternité, beaucoup de startups ont adhéré à la charte, ça se fait même à l'échelle des grands groupes maintenant. Donc il y a des banques maintenant qui poussent, et des institutions financières qui poussent le congé paternité. Et je pense que c'est un premier pas vers un certain type d'équité et d'égalité de chance. Donc, si on n'est pas d'emblée discriminé comme une femme potentiellement en âge de procréer et donc absente tant de temps, je pense que ça permet déjà de mettre un peu les compteurs à zéro. Je vous remercie sur ce témoignage parce que justement sur ce fameux leadership au féminin ou pas, il en est de même pour le management. On dit que le management, voilà, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais le management n'est pas genré. Et il faut justement peut-être aujourd'hui casser aussi tous ces stéréotypes de croyances parce que de toute façon, cette transformation dans le monde de la finance, vous l'avez compris, elle ne se fera pas sans les hommes, elle se fera ensemble pour des questions d'équité et de transparence. Donc on va poursuivre sur le monde de la finance durable. Oui, dans la continuité des propos de Ghislaine, effectivement, aujourd'hui, on voit apparaître une finance durable qui intègre des transitions écologiques, technologiques, sociétales aujourd'hui,
qui se manifeste de plus en plus. On parle de RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle finance, c'est l'occasion justement de constituer un catalyseur de la mixité, de la parité entre les hommes et les femmes, une finance plus à l'écoute des souhaits sociétaux, de changements justement de paradigme cognitif? Que pensez-vous de ça aujourd'hui? Peut-être Ghislaine, je te propose de continuer. Moi, je suis un peu contre cette idée-là, pour être tout à fait honnête, et je ne veux pas y croire. Parce que pour moi, ça fait un moment que je participe énormément à tout ce qui est table ronde, webinaires, panels, EVG. Et souvent, je me retrouve avec des femmes. Je me demande même pourquoi. Ce n'est pas un sujet féminin. Pour moi, c'est un sujet, c'est tellement un challenge actuel et un défi de notre temps et une responsabilité à tenir pour les générations à venir qu'on ne peut pas exclure 50% de l'humanité. On a besoin des hommes aussi là-dedans. Donc, ce n'est pas un sujet féminin. Et je ne pense pas que ça puisse être la seule petite porte d'entrée pour les femmes pour intégrer le secteur financier. Moi, je pense que c'est une question de génération. Aujourd'hui, la génération actuelle est plus purpose-driven. Ils cherchent toujours, à avoir un impact positif, sociétal, environnemental, peu importe. Et moi, je le vis au quotidien auprès des candidats que je vois, les jeunes candidats. Ils recherchent tous cela aujourd'hui, une mission. Ils sont vraiment dans cette posture-là. Et on a la chance, dans le métier de la tech aujourd'hui, on a bien entendu le côté data science, les métiers d'intelligence artificielle qui sont en plein boom, ce qui attire beaucoup aussi finalement les filles dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'on en voit de plus en plus par rapport à il y a 5 ans maintenant. Aujourd'hui, l'équipe QuantCube est en parité parfaite sur tous les niveaux, même en data science, qui est juste un exploit incroyable. Et à l'entrée, j'ai 50% des CV qui sont des CV de filles. Donc, en entrée, il y a une parité déjà qui est pas mal. Et je pense que ces métiers-là qui sont purpose-driven, donc la data science, avec ce qui nous permet de faire en fait en termes de use case, effectivement, il y a la partie EVG qui est importante, etc., vont permettre peut-être effectivement à la jeune génération aujourd'hui de trouver un peu leur place dans le monde. Et les femmes, bien entendu. Mais je n'aime pas stigmatiser un sujet plus féminin que masculin, parce que pour moi, c'est un sujet suffisamment important et vraiment un défi de notre siècle qu'on ne peut pas exclure les hommes. D'autres réactions? Oui. Je vais compléter, je suis assez d'accord. La question, c'est est-ce que la finance durable peut être un catalyseur de mixité? En fait, ça peut, mais il ne faut pas que ça soit ce prétexte. Le prétexte que la DIRCOM, c'est une DIRCOM, la DRH, c'est une DRH, et donc la responsable RSE ou engagement citoyen, c'est une femme, parce que finalement, il y a une juste répartition dans les COMEX, avec des postes de direction attribués à des femmes et d'autres qui sont la chasse gardée des hommes. Donc, il ne faudrait pas que ça le devienne. Ceci étant, catalyseur, c'est possible, puisque effectivement, dans les enjeux de finance durable, il y a le E, le S et le G, donc l'environnement social, sociétal et la gouvernance. Et dans les enjeux de gouvernance, il y a ces demandes, y compris en notation extra-financière, en matière de gouvernance, qu'il y ait plus de mixité, plus de parité. Et donc, c'est une opportunité, mais il ne faut pas que cette opportunité devienne la caution de sanctuariser aux femmes dans les directions des postes déterminés. Il faut vraiment que ça soit les compétences qui sont clés, la performance. Peut-être on peut rappeler qu'au moment du premier confinement, les entreprises qui ont le plus performé étaient souvent des entreprises dirigées par des femmes. Donc par rapport au leadership, les femmes sont performantes, elles ont une façon de diriger qui est en lien avec la performance et peut-être plus de bienveillance, mais c'est aussi un stéréotype de dire que les femmes sont plus gentilles que les hommes. Enfin, on n'a plus besoin d'entendre ça. Nous savons être fermes, nous savons être déterminées, nous savons être performantes. Donc, c'est une opportunité offerte avec le G de l'ESG, mais il ne faut pas que ça soit une fois de plus une caution. Quelqu'un veut compléter ? Oui, en fait, moi, je compléterais quand même que la finance durable a été une bonne occasion, en tout cas, pour que les femmes prennent une place plus importante, notamment chez les investisseurs. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de femmes business angel, qu'il y a donc relativement peu de femmes dans le monde de l'investissement. Mais ce qu'on sait aussi, parce qu'il y a eu non pas des études générales, mais en tout cas des missions ponctuelles qui ont été faites et qui montrent que les femmes investisseurs sont plus présentes
globalement. C'est-à-dire si on se dit que dans les angels aujourd'hui, on doit avoir entre 3 et 5% de femmes, on s'aperçoit que quand on monte sur des sujets qui sont des sujets, je dirais, de finance durable au sens large, c'est-à-dire effectivement environnement et social, puisque les deux sujets sont importants, et bien là, on va monter à 10%. Alors vous allez me dire, 10%, ça ne va pas révolutionner la vie, hein, on est bien d'accord, mais cela dit, c'est quand même un signe qui montre quand même que les femmes qui avaient peut-être du mal à se mobiliser sur des sujets plus traditionnels ont peut-être pris à bras-le-corps un peu plus rapidement le sujet justement de comment on fait pour faire émerger ces projets qui ont une vraie durabilité et qui vont changer le monde de demain. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est pas avec ça qu'on va changer la place de la femme dans la finance, mais cela dit, c'est quand même un frémissement qui me paraît intéressant à signifier, parce que c'est quand même, comme le disait Ghislaine, notre avenir, de toute façon, et donc l'avenir de tout le monde, des hommes et des femmes d'ailleurs, entre parenthèses, et je pense que c'est bien de montrer que les femmes, en tout cas, sont très, très, très impliquées sur ces sujets-là. Et je ne ferai pas de lieu commun sur leur gentillesse ou pas leur gentillesse, elles sont peut-être juste simplement plus conscientes qu'on prépare l'avenir de nos enfants, hommes et femmes d'ailleurs. Voilà. Alexandra, tu voulais rajouter quelque chose ? Ça s'éloigne un tout petit peu, mais quand j'entends durable, je pense aussi à la technologie et le monde sur lequel on travaille, puisqu'on est en train de façonner avec l'intelligence artificielle et le machine learning des nouveaux usages. Et qui dit nouveaux usages dit le machine learning dit biais. Et quel biais ? En fait, quand on crée un modèle algorithmique, il y a plein de moments où on peut créer des biais avec l'intervention d'un être humain, et ne serait-ce qu'à la collecte de la donnée, si elle n'est pas représentative de la réalité, les traitements, l'agrégation. Et à tous ces moments-là, si on n'équilibre pas les personnes qui sont acteurs de ces projets, encore une fois, et c'est pas que genré, hein, d'ailleurs, hein, ça va au-delà de ça, on peut se retrouver dans des situations où les résultats sont complètement erronés. Et donc, on a vu les premières erreurs, notamment un exemple, c'est le machine learning appliqué à la reconnaissance visuelle, où, en effet, avoir des données des hommes blancs en photo, ça fait que les résultats, on avait du mal à reconnaître des femmes noires, à peau noire. Donc, c'était ça veut dire qu'en amont, les données ne sont pas représentatives d'une réalité. Ça veut dire aussi, parfois, que soit il faut prendre conscience de ça. Pour prendre conscience, il faut que la mixité soit aussi là en amont dans les projets. Alexandra, tu fais une parfaite transition de mon temps 3, qui était autour de la femme et la tech dans le milieu de la finance, et globalement, tout en sachant que je vais quand même vous reposer des chiffres parce que tout le monde ne les a pas en tête. En Europe, l'année dernière, n'a pas été pourvu plus de 700 000 postes dans le domaine du numérique. Et visiblement, les prévisions pour 2022, seulement en France, sont de 200 000. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Quels sont justement les freins ? Comment peut-on les lever ? Il y a un fil rouge qui revient sans arrêt, c'est le sujet de l'éducation. Donc la façon dont nous éduquons nos filles et nos garçons. Il y a ensuite les écoles d'ingénieurs. Je vous laisse réfléchir et chercher où est-ce qu'il y a le plus haut taux de femmes d'ingénieurs au monde. Et vous comprendrez pourquoi je vous pose la question et peut-être la surprise. Je vous laisse chercher aussi le taux de femmes ingénieurs en France. Donc voilà. Et là-dessus, je pense qu'il est important, puisque le numérique insuffle de partout et énormément le domaine de la banque. Et je voulais donc évoquer absolument ce sujet aujourd'hui, dans ce temps 3, et commencer à l'évoquer justement avec Ghislaine sur le domaine des startups, parce que tu l'as évoqué, tu as la chance d'avoir la mixité, la parité dans la tienne. De nombreuses entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc ta vision aussi de peut-être aussi comment tu donnes envie, comment tu recrutes. Et ensuite, je passerai la parole à Alexandra aussi sur le sujet. Et puis à Farida, justement, sur le sujet des startups et son expérience pour compléter ce qui sera dit au début. Parce qu'il faut, justement, dans ce mythe aux réalités, il y a les deux aujourd'hui.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors chez Quantcube, c'est quand même une société française, une start-up française très très particulière, parce que nous, on est très très bon sur la diversité homme-femme, on est en équité parfaite, mais aussi sur la mixité finalement, sur l'aspect multiculturel. Donc on a plus d'une vingtaine de nationalités différentes en interne, on est vraiment un socle de diversité, mais à fond à fond. Et je pense que c'est vraiment lié aussi un petit peu à notre culture, à notre mindset, à moi et à Long, au départ, quand on a créé la société. Et le fait, mine de rien, d'avoir aussi une femme qui soit là, qui vend la société, qui recrute et qui drive, finalement, même la partie un petit peu applicative, etc., ça donne envie. J'ai entendu plusieurs fois, moi, je suis venue chez, enfin, en tout cas des femmes au sein de Quantcube, dire je suis venue chez Quantcube parce que j'ai rencontré Islaine et j'ai adoré, j'avais envie de travailler avec elle, j'avais envie d'être dans cet univers-là, etc. Et je pense que ça joue beaucoup, effectivement, d'avoir des femmes au sein des équipes de direction et des femmes chargées du recrutement, de management des équipes, de driver les applications, etc. Il y a un deuxième aspect, c'est la partie formation. Nous, depuis le départ, on a été très, très, très proches du milieu académique, notamment des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises, qui font, enfin, généralement, c'est de là où sortent les meilleurs data scientists français aujourd'hui. On intervient énormément. On fait beaucoup d'interventions. On a des data scientists qui vont sur place, qui expliquent le métier, qui expliquent les applications à la finance, etc. Et ça permet d'ores et déjà de donner envie à certaines filles de s'intéresser à la fintech, de s'intéresser à l'intelligence artificielle, aux applications en lien avec l'asset management et l'investissement, etc. Et c'est par ce biais-là, généralement, qu'on arrive à avoir aussi pas mal de candidatures. Et je pense que au sein de Quantcube aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup en dehors de la partie, du fait qu'on soit bon un peu dans la partie diversité et mixité, c'est que les filles et les femmes sont à tous les niveaux et drive vraiment la société. On a un management par projet. Et on le voit, les projets où il n'y a que des garçons, que des filles, bah, ça avance, mais ça avance voilà, moyen. Quand c'est mixte, quand c'est bien drivé, quand il y a les deux, c'est incroyable ce que ça donne. Et moi, j'encourage cela. Je suis pas girl power à 100%, non, je ne suis pas dedans, mais je suis vraiment sur le bon dosage de ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent très très bien. Donc, si je résume, mixité, parité, diversité, mais aussi prendre la parole, donner l'exemple. Je ne parlais pas de rôle modèle, mais déjà donner l'exemple. C'est important. Enfin, moi, je participe beaucoup aux webinaires, tables rondes, etc. Non, c'est pas pour venir. Enfin, oui, il faut exprimer ce qu'on voit, ce qu'on vit, etc. Mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir parce qu'on sait qu'aujourd'hui en fintech, c'est une catastrophe. On vit le manquement du secteur financier et de la tech. Donc c'est là où ça marche le moins bien en fait. Et donc il y a un devoir et il faut en avoir conscience. Moi, je suis très proche de beaucoup de femmes entrepreneurs dans plusieurs clusters différents de la tech, la fintech, etc. Et on a pour nous, c'est une mission aussi. Vraiment montrer que c'est possible, montrer que il y a du succès derrière, qu'il y a de la place à prendre et qu'il y a des projets qui sont passionnants. Voilà, moi j'adore mon métier, je ne le changerai contre rien au monde, j'adore ce que je fais et j'aimerais que d'autres femmes puissent aussi trouver un peu leur vocation comme j'ai réussi à le faire. Alexandra, je te laisse rebondir. Oui, déjà il y a un chiffre que j'ai lu récemment, une étude McKinsey qui disait que si on instaurait une parité dans le secteur du numérique en France, on serait capable d'ici 2025 de générer 10% de PIB. Donc il y a de la place. Donc. Et en plus, c'est un secteur qui booste. Et comme tu le dis, il y a un manque de ressources. On cherche des compétences. Donc allez-y, vraiment. Moi j'ai une petite fille, je la pousse dans ce domaine. Hein. À côté de ça, ce qu'on voit, comme ce que je disais tout à l'heure, plus en plus de femmes dans la data, gestion de la data science, data analyse, parce que c'est aussi des fonctions qui nécessitent plus de coopération, qui nécessitent des compétences mathématiques et de statistiques, mais aussi d'avoir une bonne compréhension du business et être capable d'exploiter des données, des résultats dans des schémas plus opérationnels. Donc on voit de plus en plus, on a Marie Cheval, on a quelques beaux exemples, Maud Bailly, Accor, qui étaient dans ces rôles-là auparavant. Donc Aurélie Jean qui écrit des très belles choses sur les algorithmes. Donc on a quand même des beaux exemples de femmes qui ont des parcours autour de la data. Et donc en termes de réponse sur la formation, sur comment encourager, en tout cas moi je trouve que la formation c'est très important, formation à tout âge. J'avais fait venir Sophie Vigier qui dirige l'école 42
et qui, pour encore plus booster la présence des femmes dans cette école, a aussi ouvert la possibilité à ce que ces femmes viennent jusqu'à 30-40 ans. Et donc là, son objectif, c'est de faire passer de 15 à 35% la présence de féminines au sein de l'école. Et ça aussi, c'est des belles actions. Après, je trouve qu'il y a un sujet qui est important. On parle toujours de diversité. Néanmoins, je pense que l'inclusion est un sujet encore plus important, puisque diversité, c'est s'occuper des chiffres, l'inclusion, c'est s'occuper des personnes et s'assurer qu'elles sont bien traitées, qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent en sécurité. Et je pense que cette formation autour de l'inclusion est encore plus importante, à mon sens. Et justement, Farida, je te laisse rebondir sur le sujet. Alors du coup, moi, je vais parler des fintech parce que c'est le secteur que je connais bien. Donc, ça fait 12 ans que je suis dans le secteur de la fintech. Je rejoins complètement le discours de Rizlen, puisque moi, je crois beaucoup en la complémentarité. Et d'ailleurs, les tables rondes que je vais pouvoir faire sur ces sujets-là, généralement, j'essaie d'en faire avec des hommes, parce que je trouve que c'est important de parler de ces sujets aussi avec les hommes. Donc concernant la FinTech, quand je prends mes débuts en 2009 et aujourd'hui en 2021, il y a du progrès, mais parce que l'idée c'est aussi de passer un message positif. Mais en 12 ans, il s'est quand même pas passé grand-chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux secteurs en insuffisance de base. FinTech, finance, tech. Donc c'est quand même deux secteurs qui initialement sont en insuffisance. Donc finalement, ça reflète un petit peu, on voit dans les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Donc moi, je suis assez d'accord. Moi, je crois beaucoup en nouvelle génération, donc je fais partie de pas mal d'associations, dont une qui s'appelle les Entretiens de l'excellence. On essaye d'ouvrir les chakras aux jeunes filles, notamment des quartiers défavorisés, sur les métiers de la tech, parce que moi, je suis persuadée que l'avenir est aussi là. Mais c'est vrai que spontanément, les métiers de la tech, soit c'est méconnu, soit ça peut faire peur, soit elles ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Comment, moi, ingénieur, bah oui, en effet, ça peut exister. Et du coup, moi, j'y crois. Je pense que si on se retrouve ici dans 10 ans, j'ose espérer que les chiffres auront bougé. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur ces sujets-là. Aujourd'hui, comme le soulignait Rizlen, les sujets de mentorat, etc., sont très importants pour les femmes. On n'en a pas aujourd'hui beaucoup, mais il y a des initiatives comme Sista. On a parlé tout à l'heure de l'incubateur Willa, qui est dédié aux femmes entrepreneurs, etc. Ça n'existait pas il y a 5-6 ans, tout ça. Ça n'existait pas. Donc, step by step, c'est long. Mais soyons patients, et je pense qu'on peut être, nous, ici, acteurs aussi de l'évolution. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre day-to-day, dans nos boîtes respectives. Et justement là-dessus, je voulais vous partager un magazine que j'aime beaucoup, dont la première couverture était « La femme est-elle l'avenir de la tech ?» Au mois d'octobre, j'étais jury du premier trophée de la femme cyber en France, de l'association CEF6. Et j'avais transformer ce titre en « La tech est-elle l'avenir de la femme ?» Et justement, je voulais partager, parce qu'en plus, Mouna, via KissKissBank, tu as une histoire à nous raconter par rapport à ce magazine, mais aussi une histoire à rebondir justement là-dessus. Et je voulais que tu nous partages ces deux belles histoires. Alors, sachez que le numéro 6 de Chute est actuellement en prévente sur KissKiss, parce qu'en fait, ce journal, ce média, s'est lancé justement, un média de femmes et tech, s'est lancé en crowdfunding pour se lancer et justement démontrer qu'il y avait un lectorat, et c'est aussi une forme d'empowerment que d'avoir des articles sur ces sujets-là pour que les femmes se positionnent dans le domaine de la finance, dans le domaine de la tech. Donc toute l'équipe de direction s'est lancée sur KissKiss et a eu des ventes de numéros assez impressionnants, en pré-vente, plus de 700 numéros vendus, et les premiers fonds de Love Money pour rendre le projet possible, les fonds se sont collectés à hauteur de 30 000 €, et maintenant c'est plus de 500 numéros qui sont vendus, et ils l'ont fait 3-4 fois sur KissKiss. Ce que je voulais dire, et tu l'as cité, l'incubateur Willa, parce que ça donne des exemples pour toutes ceux et celles qui nous écoutent. Donc il y a un incubateur à Paris qui s'appelle Willa et qui accompagne des femmes entrepreneurs. Il existe même des écoles dans le domaine de la tech, comme Ada Tech School, qui accompagnent spécifiquement
des femmes, soit dans leur parcours d'éducation, soit en reconversion, justement pour les accompagner sur ces métiers-là et avoir un environnement bienveillant sur la découverte de ces métiers. Je pense que c'est important de le dire. Et il y a aussi une association qui s'appelle Social Builder et qui accompagne des jeunes filles plus jeunes, en collège, lycée, sur les métiers de la tech. Donc normalement, ça ne devrait pas exister, des écoles ou des incubateurs genrés. Mais ça existe parce qu'il y en a besoin et c'est pas anecdotique ce qu'on a dit en matière d'empowerment et d'accompagnement, justement pour casser les stéréotypes et les stéréotypes qu'on a pu nous donner peut-être. Alors peut-être qu'on représente pas celles qui ont le plus de stéréotypes emmagasinés, mais l'éducation est clé sur ce qu'une fille peut faire, ce qu'une femme peut faire, ce qu'un homme peut faire. Et donc du coup c'est tellement ancré qu'il faut déconstruire ça dans son parcours professionnel pour justement se donner la chance de faire ce qu'on a envie de faire et d'illustrer le super parcours de Ghislaine au travers de tout ce qu'elle a pu faire. Et voilà, on lui a dit que tout était possible et donc elle l'a rendu possible. C'est une belle peut-être conclusion. Donc si je résumais, on a parlé bien sûr d'éducation, on a parlé aussi, on en reviendra peut-être à une prochaine conférence de reconversion, parce qu'on y croit toutes. Et je pense que c'est vraiment la clé aussi. On a parlé d'exemplarité, de modèle, d'y croire, de casser aussi les codes. Et puis dans la tech, en fait, comme dans la finance, et tout ça lié, ne font qu'en effet, la route est tracée, elle est longue, mais quand même, on avance par marche. Et je trouve qu'en un temps raccourci, ces 5 dernières années, quand même, on est très bien avancé. Et l'action de tous les grains de sable comptent. Donc engagez-vous, qui que vous soyez, à n'importe quel poste, parce qu'on y arrivera ensemble. Et je vais passer le micro à Cyril, puisque nous arrivons sur la fin, et on va conclure tous et toutes ensemble. Donc Cyril, à toi. Oui, je peux que plus soyer effectivement tes propos, Gaëlle, et c'est l'objet de notre démarche au sein de Finance Innovation. Hein. Comme je le disais en introduction, c'est vraiment aborder ces sujets de façon pragmatique et concrète et mettre en exergue justement ces pain points qui existent et donner la parole pour, je pense, partager tout ce que vous dites. Je trouve ça vraiment très intéressant, très inspirant. Il y a de nombreuses initiatives qui existent. Donc effectivement, Finance Innovation et moi-même, pour qui c'est un sujet qui est important, aussi la diversité, on le rappelait, c'est un autre sujet, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, au regard des nouvelles transitions que j'évoquais, d'implémenter ce débat et de donner la parole justement aux acteurs qui composent notre écosystème. Moi, de mon côté, je finis sur une note très optimiste parce que je vois que les choses ont quand même changent lentement, mais changent quand même. Et c'est très, très rassurant. Et quand je vois la nouvelle génération des filles ingénieures, des filles entrepreneurs, je suis plutôt rassurée. Le mindset est là, le leadership est déjà là. Pour certaines, elles sont déjà bien affirmées, elles savent déjà ce qu'elles veulent. Et puis, elles sont très smart. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Il faut simplement continuer, encourager, développer. Et puis, je pense qu'on est sur le bon track. Peut-être un mot sur l'aide qu'on a reçue tout au long de notre carrière. On parlait tout à l'heure, j'en ai tout le temps, cet homme m'a aidé, mais finalement, cette femme m'a aidé. Donc j'espère et je tiens à être la femme qui aidera d'autres femmes et d'autres hommes. Il n'y a pas que les hommes qui aident les femmes, on est aussi là pour aider les hommes et les femmes. Et cette main tendue, j'y réfléchi sur mon parcours. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a inspirée pour me lancer dans la tech alors que j'étais sur un parcours commercial. Je venais de faire un stage chez Procter & Gamble. J'avais un poste pour aller chez Unilever. Et je me suis dit, pourquoi j'ai choisi la tech? Je ne connaissais rien à la tech. Et il y a une jeune femme qui m'avait inspirée. Je me suis souvenue ce matin sur le quai de la gare. Et ce n'était pas quelqu'un que je trouvais inspirationnel, mais où elle m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités, c'était très dynamique, très innovant, et qu'elle ne s'ennuierait jamais. Je reviens à cette possibilité de tout faire, et justement cette notion de on ne s'ennuie pas dans la technologie. Donc voilà, mon message, c'est on ne s'ennuie pas, il y a du renouveau. Tous les 6 mois, tous les 3 mois, il se passe quelque chose. Et donc ça serait mon message pour ceux qui nous écoutent.
Merci, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ferai juste la citation que tout le monde connaît. Hein. Il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde, donc il faut l'incarner et ce qu'on fait. Ça me paraît effectivement être une excellente conclusion, mais je crois qu'effectivement chacun d'entre nous bien sûr, mais chacune d'entre nous en particulier, conscient de ce que représente un parcours, qui est très différent pour chacune d'entre nous d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on passe le message à l'ensemble des femmes qu'on croise, que c'est possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des femmes ne se lancent pas parce qu'elles croient que c'est pas possible. Je donne un exemple, on parlait tout à l'heure du M&A, c'est un domaine dans lequel il est traditionnellement reporté de génération en génération que pour faire du M&A, il faut travailler jour et nuit, qu'on peut pas avoir de vie personnelle, qu'on peut pas avoir de vie de famille, etc. Alors je suis le contre-exemple, j'ai 3 enfants quand même, donc voilà, donc qui ont maintenant un certain âge. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se pose cette question-là et qu'on se dit j'écoute ce que me disent les gens, c'est pas possible, j'y vais pas. Donc en fait, c'est toujours la même chose. On m'a dit que c'était possible, alors je l'ai fait, quoi. En gros, c'est à peu près ça le sujet. Ou alors, je n'ai pas écouté les gens qui m'ont dit que c'était pas possible, et donc je l'ai fait. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on passe comme message aux femmes aujourd'hui. Mais je rejoins tout à fait ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment important que les jeunes femmes, notamment, ne se brident pas, osent faire les choses. Et moi, un point important aussi, c'est que elles fassent plus d'études scientifiques, parce que le métier de demain, c'est la tech. La tech construit beaucoup de choses dans notre mode de demain, dans tous les domaines, notamment la finance, mais pas que. Et donc c'est important, je pense, d'encourager les jeunes filles à faire des études scientifiques, leur expliquer tout ce qu'on peut apprendre, la diversité des métiers que l'on peut avoir et l'enrichissement aussi personnel que l'on a à faire ces métiers-là. Donc moi, c'est un de mes chevaux de bataille d'encourager les jeunes filles à faire des études scientifiques. Moi, je dirais en conclusion que femmes et finances, mythe ou réalité, on voit que c'est une réalité, donc déjà c'est plutôt rassurant. Moi, je pense qu'il faut croire aussi en l'humain. Je pense que c'est vraiment important parce que l'input de ces changements, c'est nous. Ça, c'est quand même le point important. Et en dernier lieu, je voulais préciser que moi, dans mon parcours, j'ai eu des mains tendues, donc vous l'avez bien compris, hommes et femmes. Donc j'en citerai 2. Donc comme vous l'avez compris, donc Geoffroy Guigou de United Credit, qui vraiment m'a propulsé, m'a donné confiance en moi, m'a fait une place au CODIR de United, et j'ai vraiment pris la mesure de mon potentiel à ce moment-là, et c'en est même triste finalement. Et la deuxième, c'est Corinne, ici présente, qui a cru en moi aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si encore 7-8 ans, on m'avait dit un jour, Farida, toi, tu feras du M&A, soit j'aurais ri, soit j'aurais pleuré, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais pas forcément cru. Et aujourd'hui, voilà, donc l'humain reste quand même au cœur de tout ça. Il faut croire quand même en l'humain. Et du coup, rendez-vous dans quelques temps pour voir les nouveaux chiffres et les nouvelles évolutions. Gaëlle, tu nous dois 2 chiffres. C'est les devinettes. 2 chiffres, tu disais. Ou alors le pays, c'est l'Algérie, là où il y a le plus haut taux de femmes, et je pense, j'ai plus le chiffre en tête, si c'est 48,6 ou 0,7. Donc cassons les idées reçues. Hein. Et dans les écoles en France, selon les écoles, femmes ingénieures, c'est entre 6 et 20%. Donc il y a de la marge. Hein. Donc c'est le mot de la fin. Je tenais à remercier Finance Innovation et particulièrement Cyril, qui est très sensible au sujet de la femme et bien sûr de tout ce qui tourne autour, parce qu'on l'a vu, on est tous sensibles aussi au sujet de la diversité. Le monde est en train de changer et nous sommes tous acteurs et toutes actrices. Et il faut que nous agissions parce que, comme je le disais, chaque grain de sable compte. Donc merci encore Finance Innovation d'avoir cru en ce projet, de l'avoir fait. Et c'est la première, il va y en avoir d'autres. La prochaine, ce sera une table ronde mixte autour de la finance et des systèmes de SI, de la cybersécurité, parce que, comme vous le savez, les banques, comme les autres secteurs, ont été très touchés ces derniers temps. Et donc, nous partagerons cela en septembre. Je ne vous dis pas tout. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci.